une de l'actualité, une réunion d'information avec les pèlerins s'est tenue avec le comité d'organisation du pèlerinage organisé par Béni TV et King Voyage. L'église évangélique internationale Mont-Sinaï de l'évangéliste Maman Bénie de Dieu a célébré sa fête de moisson annuelle le dimanche 12 novembre 2017. Et nous parcourons l'actualité africaine au Burundi. Le GVT ne collaborera jamais avec la CPI. À l'international, 4e rencontre avec Erdogan et Poutine en 8 mois. Et nous terminons chez les agriculteurs de l'Arkansas. Le Dikamba sème la discorde. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester toujours connectés sur votre chaîne panafricaine. Nous allons ouvrir ce journal avec l'actualité locale chrétienne. Le comité d'organisation du pèlerinage en Israël, organisé par Béni TV et King Voyage, a tenu une réunion d'information avec les futurs pèlerins. C'était le samedi 11 novembre 2017 dans les locaux de Béni TV. La deuxième édition du pèlerinage en Israël, organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage, se tiendra du 26 novembre au 4 décembre 2017. À cet effet, le comité d'organisation s'active de façon minutieuse pour la réussite du pèlerinage en Terre Sainte. Le samedi 11 novembre 2017, les locaux de Béni TV ont abrité une réunion d'information avec les pèlerins. Cette réunion a porté sur les points essentiels concernant le pèlerinage et les dispositions à prendre afin d'éviter d'éventuels désagréments. Conduit par le révérend Paul Ouin, président du comité d'organisation, plusieurs points ont été ébauchés. Ce sont des pèlerins motivés qui ont donné leurs impressions aux sorties de cette séance de travail. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est important pour ma carrière en tant qu'homme de Dieu. Je vois l'impact, je sens qu'il y a une onction, il y a une grâce qui va être libérée durant mon séjour à Jérusalem. Et être en phase avec Christ, vraiment marcher dans les pas de Christ, c'est vraiment une bénédiction sur ma vie et sur celle de mes enfants. Je bénis le nom de Béni TV et les initiateurs. C'est un privilège. Il faut aller sur le terrain pour voir ce que la Bible explique. Parce que nous lisons, mais nous voulons voir des yeux et toucher des mains. Et il faut aller en Israël où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et comme c'est Israël qui est la base de la spiritualité chrétienne, alors je pense que c'est l'endroit idéal. Personne, un bon chrétien, n'a pas vraiment envie de rater ce moment-là. Pendant cette réunion d'information, plusieurs instructions ont été données. C'est une organisation qui a pour leitmotiv la réussite de ce pèlerinage. Nous avons reçu aujourd'hui nos pèlerins pour leur donner la phase préparatoire. C'est la première rencontre. Je bénis Dieu parce qu'ils ont pratiquement répondu présent. Ils se sont rendus compte qu'aller en Terre Sainte, c'est toute une organisation. C'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est Dieu qui fait grâce. Et je suis satisfait parce que les pèlerins déjà, à cette première rencontre, sont satisfaits. Après quelques heures d'échange dans une atmosphère fraternelle, le pasteur Sam a mis fin à cette réunion d'information par la prière. Seigneur, nous partons pour avoir une rencontre spéciale avec toi. Et nous savons que nous ne retournons pas le même que nous partons. Seigneur, je vous confie tous vos enfants ici présents. Un moment de bénédiction et de proclamation pour la gloire du Tout-Puissant. La FEPSI, l'association des femmes de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, a organisé le samedi 11 novembre 2017 à Anyama sa première fête nationale. Les femmes presbytériennes sont venues de toutes les régions pour participer à cette fête dont le thème était « Œuvrons pour le Seigneur ». Chant, ballet, sketch. Les femmes de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire ont fait de leur première fête nationale une belle réussite. Venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, les femmes de l'EPC ont montré par leur mobilisation leur ferme volonté de donner à l'église presbytérienne de Côte d'Ivoire une dynamique nouvelle. Elles attendent, à travers divers projets, réussir ce pari. Il y a des soirs que nous montrons aux yeux du monde et puis de l'église au niveau de la Côte d'Ivoire que nous aussi nous sommes sur la place et nous voulons à notre manière apporter à tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, leur dire que Jésus-Christ est vivant, il est venu pour nous sauver.
C'est la première fois que les femmes presbytériennes se réunissent comme ça pour une fête. Et nous sommes là, c'est un moyen aussi d'évangélisation. Nous sommes là pour évangéliser et aussi faire la promotion de notre église, faire connaître l'église presbytérienne en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons organisé cela. Et dans notre programme et à l'alphabétisation, nous avons prévu beaucoup de choses parce que c'est aux femmes que Dieu a confié l'œuvre. Et le temps est venu pour les femmes presbytériennes d'être debout et faire cette œuvre-là que Dieu nous a confiée. Œuvrons pour le Seigneur. Le thème de cette première fête de la FEPSI a été développé par le pasteur Bérénice, pasteur venu de la région de Gagnoa. Elle a appelé les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire à faire davantage pour l'expansion de l'Église. Nous allons ce soir dire aux femmes d'aller dans la ville. La Bible dit, il y avait une femme et cette femme était samaritaine. Elle n'est pas allée dans la ville pour murmurer, elle n'est pas allée dans la ville pour calomnier les autres. La femme occupe une place importante au sein de l'Église presbytérienne. Comme les pionnières dans la Bible, les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire sont engagées pour Jésus-Christ. Un engagement bien apprécié à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Église. Vous savez, l'Église est une église nouvelle en Côte d'Ivoire par rapport aux assemblées de haute. Nous sommes en train de faire notre petit bout de chemin, mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'avec cette fête d'aujourd'hui, c'est un élan pour nous. Et par les femmes, nous croyons que réellement l'Église presbytérienne de Côte d'Ivoire a son envol. Implantée en Côte d'Ivoire il y a 21 ans, l'Église évangélique presbytérienne est encore très peu connue. À travers leur fête nationale, les femmes de la FEPSI sont en ordre de bataille pour faire connaître l'Église. L'église évangélique internationale Mont Sinaï de l'évangéliste Maman Bénie de Dieu a célébré sa fête de moisson annuelle le dimanche 12 novembre 2017 à son temple de Yopougonjesco. Les fidèles du Mont Sinaï ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour leur nouveau temple. C'est par une procession en fanfare conduite par l'évangéliste Maman Bénie de Dieu que l'église évangélique internationale Mont Sinaï a entamé la journée de reconnaissance à Dieu à l'occasion de sa grande fête des moissons annuelle. Les chants et les pas de danse très emportés ont continué au sein du temple avec le groupe musical Les Chérubins. Une grande ferveur qui a aussi fini par emporter tout le monde, service de l'ordre y compris. Les fidèles Mont Sinaï peuvent bien se réjouir. L'Éternel leur a permis de commencer la construction d'un temple après avoir été humiliés. Le but de la fête, c'est pour la construction de l'église et d'exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu en fin d'année pour la vie qui nous est donnée, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne pouvons pas nous lâcher d'être reconnaissants, c'est bien fait. Donc chaque année, j'organise cette fête pour que tout le monde puisse se réjouir. On peut dire que c'est notre janvier d'ici. Ça n'a pas été facile pour nous parce que nous avons subi, je peux dire, une humiliation en son temps où on était dans l'autre quartier. On était là-bas, on a pris un terrain et un beau matin, on est venu nous chasser comme un malpropre sur ce site-là. On n'était pas découragés. Nous avons vraiment à l'unisson pu acheter ce terrain qui abrite la présente manifestation. Mais Dieu est miséricordieux et grâce à lui, le temple a été vraiment construit. Nous sommes en phase terminale. La priorité est désormais d'achever la construction de ce temple. L'orateur, le pasteur Kwame Gassien, a donc appelé l'Église à se mobiliser. Il s'est dit fier de l'œuvre accomplie par sa fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle et c'est vraiment une satisfaction pour moi parce que faut dire que la vie est faite d'étapes. Ça a commencé d'abord par une cellule de prière et avec les conseils, disons que c'est ma fille, elle a suivi les conseils qu'il faut. Elle a vu que c'est vrai, il faut toujours un père pour pouvoir aller loin dans le ministère.
que l'onction seule ne suffit pas, mais il fallait quelqu'un quand même pour pouvoir l'orienter. Et elle a vraiment écouté les conseils. Et je peux dire que c'est ce que vous êtes en train de constater. Obéissante à la parole de Dieu, le peuple de l'Église évangélique internationale Mont Sinaï a démontré sa libéralité à travers de nombreuses actions de grâce. C'est l'hôtel communal qui a abrité le dimanche 12 novembre 2017 un culte de louange et d'adoration organisé par le prophète Malik Fofana. De nombreux fidèles ont pris part à ce culte. Regardez ce reportage. Les fidèles du ministère international de la délivrance et de la guérison Jesus is Lord, dirigés par le prophète Malik Fofana, se sont retrouvés ce dimanche dernier dans les locaux de l'hôtel communal de Cocody pour célébrer le Seigneur. Un rassemblement très important car l'Éternel, le Dieu des armées, s'est puissamment glorifié et les fidèles ont répondu à l'appel du Seigneur. L'homme de Dieu, qui se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit, a ensuite rendu le ministère avec des actions de délivrance et de restauration. Ce rendez-vous dominical qui a respecté toutes ces tendances avec des témoignages à l'appui pour la gloire du Tout-Puissant et un temps d'intimité avec le Seigneur qui symbolise l'œuvre de Dieu. En Afrique, à présent, plus précisément au Burundi, après son retrait officiel de la Cour pénale internationale CPI, le gouvernement du Burundi refuse l'ouverture d'une enquête sur de présumés crimes contre l'humanité commis dans ce pays. La justice burundaise assure que Bujumbura ne collaborera pas avec la CPI. Que la Cour pénale internationale se le tienne pour dit, le Burundi ne collaborera pas à une enquête visant les autorités du pays. Bujumbura est monté au créneau ce vendredi pour dénoncer l'annonce la veille de la décision du tribunal de La Haye d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur des crimes présumés contre l'humanité. Le Burundi rejette catégoriquement la décision de la Cour. En tout état de cause, le Burundi n'offrira jamais la coopération avec la CPI dans la mise en œuvre de la décision qu'elle vient de prendre à son encontre en violation du statut de Rome et des principes du droit international. La ministre burundaise de la Justice ne s'arrête pas là. Elle accuse notamment l'Union européenne et l'opposition radicale d'être derrière cette décision. La décision est le résultat de l'utilisation coordonnée par l'Union européenne et son réseau composé des militants de l'opposition radicale, les putschistes, certaines organisations non gouvernementales et des nations qui sont hostiles au Burundi. Des accusations qui en disent long sur les relations tendues entre la communauté internationale et le Burundi, qui est d'ailleurs devenu fin octobre le premier pays à quitter la CPI. Dans le nord du Maroc, la petite ville de Chefchaouen se veut un modèle en matière de développement durable, un exemple dans un pays qui ne cesse de mettre en avant son engagement écologique. Accrochée à flanc de montagne, cette petite ville du nord du Maroc séduit les touristes par le bleu de ses ruelles. Mais depuis quelques années, Chefchaouen se veut aussi ville verte. En 2010, le conseil municipal a voté à l'unanimité une décision visant à en faire une ville écologique et durable. Un projet qui bénéficie du soutien de l'Union européenne et de plusieurs ONG. Je pourrais dire que Chefchaouen est là, il a une volonté de devenir une ville écologique.
Donc c'est en phase de transition. Mais au niveau Maroc, au niveau Afrique, je crois que nous sommes parmi les villes les mieux avancées dans ce sens-là. Aziz, agent municipal, sillonne en vélo électrique les rues de la commune pour inspecter les chantiers. La municipalité de Chefchaouen nous a donné ce vélo électrique pour préserver l'environnement. Il nous permet de visiter et de surveiller les sites sans avoir recours au diesel qui est polluant. Sur les hauteurs de la ville, une piscine municipale a été équipée d'installations solaires. À proximité, les projets verts de Chefchaouen sont pilotés depuis un centre de l'écologie. Et un centre Info-Énergie informe le public de l'importance de préserver l'environnement. C'est la première initiative au niveau du Royaume qui travaille sur le volet énergie, sur la mise à niveau énergétique de bâtiments, en vue d'informer sur les gestes économes, sur la maîtrise des consommations énergétiques, en entrant en contact avec les particuliers, les entreprises, la commune, les établissements étatiques, etc. Parcs solaires et éoliens, bus électriques, interdiction des sacs plastiques. Dans ce pays dépourvu d'hydrocarbures, l'objectif est de porter d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 52%. À l'international, les relations entre la Turquie et la Russie se sont améliorées. Les sanctions économiques russes ont été levées et les deux chefs d'État se voient désormais régulièrement. En moins de 8 mois, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés 4 fois. C'était en mai 2017. Recep Tayyip Erdogan rencontrait Vladimir Poutine à Sochi, dans le sud de la Russie. Aujourd'hui, le président turc reprend une nouvelle fois la direction de la station balnéaire russe. Signe de l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est la 4e rencontre entre les deux hommes en moins de 8 mois. Un réchauffement qui touche aussi le commerce entre les deux pays. Les restrictions sur l'importation de produits turcs en Russie sont au fur et à mesure levées. Pour ce représentant des entrepreneurs turcs à Moscou, il était temps, car la situation devenait compliquée. Il y avait 3000 entreprises avant. Maintenant, seulement 1500. Leur chiffre d'affaires maximum a été de 35-36 millions de dollars par an. Ce chiffre a été divisé par 2. Il faut donc trouver une solution pour le futur. Monsieur Karaslan est propriétaire de 6 restaurants et d'un centre commercial en Russie. Pour lui, les affaires vont bien, mais l'instauration de visas entre les deux pays n'a rien arrangé. Nous avions une politique sans visa et avec beaucoup de touristes, environ 300 000 de Turquie en Russie. Maintenant, le niveau du tourisme est très bas, cela affecte tous les types de business, ainsi que les restaurants. Au-delà de l'aspect économique, c'est le dossier syrien qui devrait être aussi au cœur de la rencontre entre les deux présidents. Plus de 200 maires catalans ont manifesté au siège de l'Union européenne pour attirer l'attention sur les revendications catalanes, à savoir l'indépendance de la Catalogne et l'abolition de la mainmise de Madrid. La manifestation était conduite par l'ex-président catalan Carles Puigdemont. Un seul mot, liberté. 200 maires catalans étaient réunis mardi à Bruxelles pour attirer l'attention des dirigeants européens sur leurs revendications, l'indépendance de la Catalogne et l'abolition de la mainmise de Madrid. Comme à son habitude, leur chef, Carles Puigdemont, est au premier rang. Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, les parlements, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Une prise à partie directement adressée aux plus hautes sphères de l'Europe. Le 21 décembre, les Catalans désigneront leurs nouveaux élus. Une élection qui s'apparente à une version officielle du référendum du 1er octobre. Si les séparatistes remportent, le scénario des dernières semaines pourrait se reproduire. Nous avons besoin que l'Europe nous écoute et qu'elle dise au gouvernement espagnol que cela suffit, qu'il ne peut rien faire d'autre, qu'il doit laisser la Catalogne s'autodéterminer, se gouverner elle-même et décider de ce qu'elle veut être.
Plus tôt dans la journée, c'était au tour de l'Association des entrepreneurs catalans de s'exprimer face au Parlement européen. Ils appellent aujourd'hui la Catalogne à rester sous le giron espagnol. Depuis l'annonce des résultats du référendum, plus de 2000 entreprises ont déjà quitté la région. Nous vivons une situation étouffante. L'économie est un peu paralysée. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement antidémocratique et irresponsable comme le gouvernement régional qui se déclare au-dessus de la loi, alors que le nationalisme et le populisme sont mauvais pour les affaires. Prise dans la tourmente des paradis peupleurs, l'Union européenne prépare un arsenal juridique contre la fraude fiscale. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Finances planchent sur la question de la lutte contre la fraude. L'Union européenne, prise dans la tourmente des Paradise Papers, ce vaste dossier de révélation de fraude fiscale à l'échelle mondiale. Un dossier qui pousse les ministres des Finances de l'UE, réunis ce mardi à Bruxelles, à doter l'Union d'un véritable arsenal de lutte contre la fraude. Les règles ont déjà été fixées, mais nous devons les améliorer et renforcer les règles de transparence. Il en va de même pour les États. Nous savons qu'il existe une coopération entre les États pour obtenir plus d'informations et plus de transparence, mais ils doivent tenir leurs engagements. Et si les États ne les respectent pas, nous devons alors leur imposer des sanctions. L'évasion et la fraude fiscale représentent des sommes colossales, 10% des richesses produites dans le monde. 80% de ces fonds sont détenus par 0,1% des personnes les plus riches sur la planète. Dans le viseur de l'Union, l'américain Nike, qui grâce à un trou dans la législation néerlandaise, n'est imposé qu'à 2% seulement sur ses revenus engrangés en Europe. Une directive est un bon premier pas, un bon instrument, mais elle ne suffit pas. La Commission européenne devrait contribuer à cette pression en publiant des données, des informations qui augmenteraient certainement la pression dans les débats nationaux. Selon le commissaire européen des Finances, une liste noire des paradis fiscaux prévue depuis plusieurs mois devrait être rapidement adoptée. Aux États-Unis, le Parti républicain a subi plusieurs défaites électorales qui ont pris l'allure de référendum anti-Trump. Les démocrates ont remporté les sièges du gouverneur de Virginie, du New Jersey ainsi que la mairie de New York. À Baltimore, ville minée par la pauvreté et la criminalité, plus de 60% de la population est noire. La ville a voté à majorité contre Donald Trump. Marcus et Ronald, qui ont grandi dans ce quartier défavorisé, lui reprochent d'attiser les tensions raciales. Quand nous, on manifeste de manière pacifique, on est traité de terroriste. Mais quand des membres du Ku Klux Klan débarquent, avec des pistolets et des fourches, eh bien le président dit que c'est une manifestation pacifique. Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant, car ils sont encouragés. Et celui qui les encourage, c'est le président. Des manifestants se rassemblent régulièrement devant la Maison-Blanche. Ils dénoncent des mesures illégales, notamment celles qui visent les minorités. Parmi eux, Leila Ayoub, une étudiante américaine d'origine afghane. Elle s'est mobilisée contre le décret migratoire, aujourd'hui suspendu, et dénonce un climat anti-musulman. La semaine dernière, quelqu'un marchait dans la rue derrière moi et a commencé à crier « Ne va pas dans ce magasin car ils ne servent pas les Arabes ». Les gens deviennent plus à l'aise pour donner des opinions racistes et intolérantes. Toutefois, Leila se dit encouragée par la montée de l'activisme politique dans la jeunesse américaine. Voici les Dreamers, ces jeunes sans-papiers arrivés enfants aux États-Unis. Ils sont en majorité d'origine hispanique. Le programme d'IDACA mis en place par Barack Obama les protégeait. Trump veut le supprimer. Sans l'intervention du Congrès, des milliers de clandestins comme Ricardo, originaire du Salvador, risquent l'expulsion. Être déraciné, mis dans un avion pour être renvoyé dans un pays auquel je n'appartiens plus. Je ne connais plus sa culture, car c'est ça ma culture. Je suis complètement révolté et j'espère que Trump voit ce visage. Ces activistes comptent bien continuer de descendre dans la rue tant que leur statut ne sera pas protégé par Donald Trump.
Nous refermons ce journal à l'Arkansas. Des milliers d'agriculteurs américains ont porté plainte en 2017 contre le dicamba, un herbicide qui ne reste pas toujours dans les champs sur lesquels ils sont répandus. Les autorités de l'Arkansas ont suspendu son utilisation au début de l'été et s'apprêtent à renouveler la mesure. Quelques mauvaises herbes dépassent encore suite à la dernière récolte de soja. Mais selon Perry, son terrain dans l'Arkansas n'a jamais été aussi propre. En bordure du champ, là où on n'a pas arrosé avec le dicamba, on voit des mauvaises herbes. On a aspergé le champ jusqu'ici. On voit encore des fèves de soja par là. Le désherbant dicamba est utilisé depuis les années 1960 par les agriculteurs américains. Depuis 2016, une nouvelle formule y est commercialisée. Elle permet un épandage plus tardif, lorsque les plantes sont déjà sorties de terre, et plus seulement sur le sol nu. Seules les nouvelles semences génétiquement modifiées développées par Monsanto y résistent. Le pesticide est réputé volatile, à une dizaine de kilomètres du champ de Perry. Une exploitation bio. Sean redoute les évaporations sur sa récolte, destinée à la grande distribution. Ça ne nuit pas à ma récolte, mais si un produit non répertorié touche ma récolte, je ne peux pas la vendre. L'impact sur le rendement n'est pas encore connu, mais les agriculteurs touchés parlent de feuilles qui se creusent et se froissent. Plus de 2700 plaintes ont été déposées contre le dicamba aux États-Unis en 2017. Dans l'Arkansas, le sujet divise les agriculteurs lors de réunions publiques, très surveillées. Le frère de Kerin a été tué en octobre 2016 après une dispute avec un agriculteur à propos du dicamba. Cette année, elle estime que le pesticide a largement affecté l'exploitation familiale. Les droits d'un agriculteur s'arrêtent quand il commence à provoquer des dégâts et faire du mal aux personnes autour de lui. Monsanto est l'un des 3 fabricants du dicamba. Selon la multinationale, les agriculteurs utilisent parfois mal le pesticide et certains ont recours à une ancienne recette, plus volatile. Le produit peut être utilisé en toute sécurité s'il est appliqué conformément aux instructions. La volatilité ne propagera pas le produit au-delà de la zone tampon et elle ne causera pas de réduction de la hauteur des plantes ou de pertes économiques. Au début de l'été, l'Arkansas a suspendu l'utilisation du dicamba jusqu'à la fin des moissons. Il s'apprête à renouveler la mesure au printemps 2018. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur Blessing Channel.